AG2R La Mondiale est heureux de vous présenter Face aux syndicats. Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau d'A News Sécurité dans votre émission qui donne la parole aux syndicats, aux associations et aux groupes de travail de l'univers de la sécurité privée dans le cadre du Continuum. Et aujourd'hui, c'est de cybersécurité que nous allons parler avec Sébastien Garnaud. Bonjour Sébastien. Bonjour. Merci d'être là. Vous avez fondé Garnaud et Associés, un cabinet de conseil en affaires publiques numériques, ainsi que Cyber Task Force, un groupe composé de parlementaires, de hauts fonctionnaires et d'experts de la cyberdéfense et de la cybersécurité. Vous avez également lancé la Paris Cyber Week qui rassemble décideurs, experts, fournisseurs de solutions et pouvoirs publics autour d'un grand défi, celui de la transformation numérique. Juste avant, je tiens à rappeler quelques chiffres. 2020, toute attaque confondue, l'ANSSI a répertorié 759 incidents l'année dernière. 7 incidents majeurs. Au total, 2287 signalements ont été enregistrés. Les cyberattaques ont été multipliées par 4 en 2020. Alors Sébastien, ma première question, après le Covid, est-ce que finalement la cyberattaque est la prochaine grande menace ? Clairement, d'ailleurs, vous citiez l'ANSSI, on est plusieurs dans l'écosystème à parler de pandémie numérique qui serait probablement plus impactante que celle qu'on a vécue en termes sanitaires, puisque le numérique est partout. Donc oui, c'est la prochaine grande menace, et c'est pas d'ailleurs la prochaine, c'est celle qui est en cours. Déjà sur les chiffres de 2021, on est sur une explosion. Les organisations et les citoyens doivent se protéger d'urgence. D'accord. Ça veut dire qu'on peut imaginer que demain, les banques ne puissent plus distribuer d'argent, les hôpitaux soient arrêtés, donc on ne puisse plus ni se faire soigner, ni aller chercher de la nourriture. Donc c'est pire encore que ce qu'on a vécu. Oui, c'est arrivé d'ailleurs, lorsque le président de la République a annoncé son plan d'1 milliard en février 2021, il a pris un exemple, c'est l'hôpital de Rouen. Le CHU de Rouen qui a été bloqué par une cyberattaque. Ils sont revenus au Moyen-Âge. Ils n'avaient plus de fiches papier, ils n'avaient plus les templates. Et donc, pour les opérations, pour les soins, c'était une catastrophe. Là, la grande vague qu'on voit arriver, c'est notamment sur les mairies et les PME, parce que c'est moins équipé aujourd'hui. Donc oui... On est vraiment à un basculement de l'industrialisation des cyberattaques. Avant de développer cette idée de cyberdéfense, cyberprotection, récemment, moi j'ai lu dans la presse qu'un district allemand qui était complètement bloqué par une cyberattaque avait dû ressortir des cartons, les fax, et demander aux citoyens de communiquer aussi par lettre écrite. Est-ce que ça, c'est aussi quelque chose qu'on pourrait voir revenir, c'est-à-dire des fax qui sont réutilisés et d'autres systèmes plus classiques, plus simples ? Pour ceux qui les ont conservés, ouais. Oui. Mais en fait, c'est toute la question de la communication. À partir du moment où vos outils sont bloqués, vous avez quand même besoin de communiquer soit avec vos partenaires, vos prestataires, vos clients, vos amis. Et donc là, on regarde ce qui fonctionne encore et donc ce qui n'est pas numérique. Donc oui, on a tous le souvenir d'une lettre écrite en vacances. Ouais. Ça n'existe plus. Peut-être que ça reviendra. Ça revient. Moi, je l'utilise encore ce média-là pour communiquer. Le retour de la carte postale. Exactement. Est-ce qu'il y a un secteur qui est davantage exposé ? Non, parce qu'un attaquant ne se pose pas la question de savoir qui l'attaque. Il regarde son meilleur ROI, c'est un entrepreneur. Ouais. Il tape tout azimut. Maintenant, aujourd'hui, on se rend compte que les mairies sont particulièrement touchées. Enfin, c'est vraiment pour le coup une vraie pandémie. Les mairies, depuis le début de l'année, sont très ciblées parce qu'elles se pensent trop petites et pas intéressantes. D'accord. Encore une fois, ils additionnent les tickets. Ouais. Donc les particuliers, les grandes entreprises, TPE, PME et les associations, on est tous concernés. Mais les TPME, vous le soulignez dans un interview précédent, sont 80% de notre économie. Donc elles sont au cœur de l'enjeu national. Et oui, parce que... d'une part, c'est notre maillage économique, mais en plus, c'est aussi les emplois. Et donc, quand vous avez une entreprise qui est bloquée, une ligne de production qui est bloquée pendant 5 jours, potentiellement, le risque, c'est la fermeture. Alors, quand vous êtes un très grand groupe, vous avez les reins solides, vous avez la trésorerie et vous avez les moyens. Les PME, elles n'ont pas de choix. Et la sécurité, voire la cybersécurité, c'est toujours vécu comme un coût. Bien sûr. Non, c'est un investissement. Ouais. Et c'est un investissement sur sa continuité d'activité. C'est ce qu'on essaie de faire passer à plusieurs.
voire même à très nombreux. On est très nombreux à essayer. Mais c'est hyper important parce que on parlait de la crise sanitaire. Qu'est-ce qui s'est passé? On est tous passés en télétravail. Le télétravail, c'est que du numérique. Hein. Ouais. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe si on ne peut plus travailler pendant 5 jours? Bien sûr. Catastrophe en termes de chiffre d'affaires. Alors, en plus, à propos de ces TPME, c'est une porte d'entrée vers les grandes entreprises avec qui elles travaillent, bien évidemment. Il y a des échanges. Est-ce que les grands groupes doivent aider, alors, ces petits à mieux se protéger pour, finalement, elles-mêmes se protéger? Oui, et elles le font d'ailleurs. On a Airbus qui s'était fait attaquer par un prestataire à N-7. Ah oui. L'entreprise ne savait même pas qu'elle travaillait pour Airbus. Ils sont rentrés, ils sont remontés jusqu'à Airbus, la cible était Airbus. Donc oui, les grands groupes accompagnent, entre guillemets, hein, parce qu'ils ne mettent pas de budget non plus sur la table, mais quand vous contractez avec un grand groupe, ils vont vous poser un certain nombre de contraintes de cybersécurité pour être sûr qu'eux ne seront pas attaqués. Parce qu'eux dépendent, je parle des grands groupes un peu stratégiques, d'une législation qui s'appelle les organismes d'importance vitale. Ouais. C'est ceux dont l'ANSSI s'occupe. Ouais. Et donc, du coup, ils ont une obligation législative de se protéger. Or, si la faille devient le prestataire, c'est quand même eux qui sont responsables. Bien donc, sûr. Ils vont encourager chacun à monter et à rehausser le niveau de sécurité. Alors, débloquer des budgets en technologie, on en parlait à l'instant, pour lutter contre les attaques, ça ne suffit pas, pensez-vous. Il faut d'abord savoir quels sont les besoins pour bien budgéter, à commencer par un point fondamental, et surtout dans la sécurité privée, c'est la formation, car que vous soyez des particuliers, des employés, des fonctionnaires, eh bien vous soulignez le fait qu'ils ne sont pas assez formés pour faire face aux menaces. Ah, c'est un vrai problème. Il y a ce dicton qui dit que la faille de sécurité est entre le clavier et le siège. Oui. Moi, je ne crois pas. Je pense qu'on a là notre premier rempart, mais ça suppose un certain nombre de choses. Un, qu'ils soient sensibilisés, informés, formés. Et ça, c'est de la responsabilité de l'entrepreneur et de l'entreprise, du chef d'entreprise. Ouais. À partir du moment où votre collaborateur clique sur un mail et bloque tout votre système comptable, vous n'avez plus que vos yeux pour pleurer, vous ne pouvez pas lui jeter la pierre si vous ne l'avez pas accompagné. Donc la formation des utilisateurs, si l'humain c'est la première faille, c'est donc aussi le premier rempart. Il faut donc les former et dégager des budgets et investir en fait dans la compétence humaine. Dans ce monde numérique où on recherche l'humain, remettons-le au cœur, formons-le et il ne cliquera pas et au contraire, il sera même en capacité probablement de déceler des attaques potentielles parce qu'il trouvera que ce mail est un peu bizarre et donc du coup, il ne fera pas le virement. Et alors dans l'entreprise, qu'est-ce qui peut transmettre ces connaissances ? Alors, dans l'entreprise, aujourd'hui, très peu. Il faut se tourner vers les entreprises spécialisées. J'ai pas beaucoup d'exemples de PME qui ont en leur sein quelqu'un qui va... même le DRH, en fait, serait la première personne à former, s'il y a un DRH dans l'entreprise. Même pas le directeur informatique ? Ah, si, le directeur informatique, c'est un peu nouveau. Pour lui, parce que le directeur informatique n'est pas un RSSI ou un CISO, mais lui, il est déjà un peu plus sensible parce qu'il est à l'aise avec les outils. C'est probablement c'est l'allié du chef d'entreprise. Ouais. D'accord. Et le directeur sécurité se place comment là-dessus ? Alors ça, c'est tout l'enjeu, c'est qu'il y a un binôme qui est en train de se créer entre le RSSI et le directeur sécurité, et on ne peut pas délier la sécurité physique de la sécurité numérique. Bien sûr. Si on place à un moment ou à un autre une clé USB quelque part, ça veut bien dire que quelqu'un est rentré sur le site. Donc le directeur de sécurité sûreté, lui, il a un rôle de prévention, de direction, d'opération, et forcément, il a besoin de la compétence de son collègue. Et donc il faut absolument que ces deux fonctions se rapprochent et discutent, d'autant que souvent dans les entreprises, elles font face aux mêmes difficultés, elles sont vécues encore une fois comme des coûts. Et donc la sécurité, c'est toujours un problème. Non, c'est une sauvegarde. C'est clair. C'est un rempart. On entend beaucoup parler des attaques par ransomware, donc demande de rançon, on en parlera dans quelques instants. Quels sont les autres types d'attaques qu'on peut craindre ? Vous avez ce qu'on appelle les attaques DDoS. Qu'est-ce que c'est ? C'est on va multiplier, on va appeler votre site internet 1 million de fois au même moment, ce qui fait que ça va faire sauter votre site internet. Vous n'allez pas pouvoir, le site internet ne va pas pouvoir répondre à toutes ces demandes, et donc vous allez le neutraliser. On a eu un certain nombre d'exemples d'attaques DDoS.
ça, c'est les attaques de neutralisation. Mais après, il y a toutes les attaques qui vont chercher à récupérer les secrets industriels, les savoir-faire. Et donc là, on va être sur quelque chose de beaucoup plus insidieux, et c'est ce qu'on appelle le social engineering. Je vais sur Internet, vous avez peut-être un compte LinkedIn, je vais regarder ce que vous aimez, je vais aller voir si vous avez un Facebook. Du coup, je vais apprendre à vous connaître. Et mieux je vais vous connaître, mieux je vais pouvoir m'adresser à vous pour soutirer des informations qui vont me permettre d'aller doucement extorquer votre valeur, vos secrets industriels. Et quand vous parliez des incidents de l'ANSSI, l'ANSSI s'occupe de ces sujets-là. C'est de l'ingérence et de l'intelligence économique, en fait, à ce niveau-là. Et ça concerne toutes les entreprises. Hein. Qu'on soit un grand groupe ou qu'on soit une PME, on a toujours des secrets. On n'a jamais rien à cacher, c'est pas vrai. Ça veut pas dire que... On est forcément un délinquant, c'est pas ça le sujet, mais on a quand même des choses qu'on veut garder en interne et qu'il faut protéger. Et le meilleur biais aujourd'hui, c'est de passer par les réseaux, puisque en général, le directeur sécurité a bien fait son job, et pour aller sur le site, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, à propos des ransomware, donc des demandes de rançon suite à une attaque cyber, il semble que la France soit le pays qui cède le plus aux ultimatums des pirates. D'où le nombre important d'attaques chez nous. Hein. Moi, j'ai reçu récemment dans Security Book Laurent Combalbert, qui est un ex-négociateur du RAID, et qui a sorti un très très bon bouquin que je vous recommande, et qui intervient désormais dans le privé, et qui nous alerte, je le cite, en disant « On suggère aux entreprises attaquées de révéler l'affaire, et surtout de ne pas payer, sinon c'est l'engrenage. » Il dit « Il faut être transparent », dire à ses clients, et même en communiquant au grand public que finalement on a été attaqué, et surtout ne pas payer. C'est ce qu'il expliquait d'ailleurs quand il était au RAID. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est super, parce que c'est exactement ce qu'il faut faire. On a des polices d'assurance qui commencent à couvrir le ransomware en permettant de payer une prime. Ouais. C'est terrible de payer, parce que quand vous mettez le doigt dedans, rien ne vous garantit qu'on va vous rendre ce qu'on vous a pris. Ouais. Donc moi, je supporte absolument ce qui vient d'être dit. Et on l'a vu d'ailleurs, hein, il y a eu une très très grosse affaire aux États-Unis sur les pipelines, et l'affaire, on parle de 4,9 millions de rançons. Hein. Ils ont payé. Ils n'auraient pas dû, et ils n'ont pas récupéré leurs données, parce qu'en fait l'outil pour récupérer les données était moins bon que finalement le RSSI interne qui lui a réussi. Ouais. Non, il faut effectivement être très transparent, parce que la transparence, ça donne de la confiance. On a tous droit de se tromper, on a tous droit d'être attaqués. Là, ce matin, pour ceux que ça intéresse, il y a 700 000 données du fichier SIDEP, donc nos tests Covid, qui ont fuité. J'encourage le responsable à le dire vite. Oui, c'était nous, voici comment... Et communiquer tout le long. Un autre exemple assez exemplaire, c'est OVH. Qui a eu un incendie sur ses data centers, donc on n'est pas dans de la cyber. Qu'est-ce qu'a fait OVH ? Tous les 3 jours, disait à ses clients et au public, voici ce qui s'est passé. On rentre en fait dans une communication de crise. Gestion de crise, exactement. Et il faut l'avoir juste anticipé. Alors avant d'en arriver là, et pour essayer d'éviter d'en arriver là, il faut anticiper. C'est ça, l'anticipation. Et comment on anticipe ? On forme ses équipes. Une fois qu'on a formé ces équipes, on évalue aussi ses besoins. Quels sont mes besoins de cybersécurité ? On n'a pas les mêmes en fonction de ses activités. Je veux dire, le boulanger n'a pas le même besoin que le Parc des Princes ou le Stade de France. Et une fois qu'on a fait cet audit de nos besoins, il faut s'outiller, formation, outils. À partir de là, on a prévenu le risque. Et puis quand il va se réaliser, parce que la question n'est pas de savoir si on va être attaqué, la question c'est de savoir quand, parce que ça arrivera. Il faut être en capacité d'être résilient, et donc de pouvoir assurer une reprise d'activité rapide. Et encore ça, et ce point-là, ça suppose qu'on ait défini en amont, quand la période était calme, un plan. Parce que quand l'incident arrive, il y a un niveau de stress qui monte. Votre interlocuteur au RAID doit bien connaître les situations émotionnelles. Ouais. Je me rappelle de cette anecdote lorsque M6 a été attaqué. Le vice-président en charge était dans un niveau de stress personnel et de culpabilisation aussi, parce qu'on est aussi des hommes. Ou des femmes, des hommes avec un grand H. Et donc, il y a un moment, on se sent responsable, on sent que c'est probablement de notre faute. Si on a anticipé tout ça,
finalement, on suit un process qui nous permet de gérer la crise en toute sérénité. Est-ce que ça veut dire que les entreprises doivent, maintenant qu'il y a de plus en plus de télétravail, pour justement leur personnel, qu'ils soient en CDI, en CDD ou même des gens qui sont pas en contrat, mais qui travaillent régulièrement avec eux, leur fournir des outils sur leurs ordinateurs pour qu'ils se protègent? C'est évident. D'accord. Non, mais je vais demander à mon. Non, mais vous avez raison. Pourquoi? Parce que chez vous, c'est encore moins protégé que dans l'entreprise. Ouais. Vous n'avez pas un directeur sécurité qui s'est assuré que personne ne va venir chez vous. Ouais. Donc, et c'est ce qu'on a fait. On a tout ouvert pendant la crise sanitaire pour permettre aux collaborateurs de se connecter à distance sans penser à la sécurité. On a ouvert des failles incroyables. Et il est là le risque. C'est qu'en ayant ouvert toutes ces failles et en ne se protégeant pas désormais, une fois l'urgence passée, encore une fois, on a des risques financiers majeurs. Est-ce qu'il y a un continuum de la cybersécurité? Est-ce que finalement le privé et le public unissent leurs forces pour faire front, entre autres par exemple avec l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information? Oui, alors c'est il est assez important aujourd'hui? Oui. On est tout de suite partis ensemble, public-privé. Ouais, pourquoi? Parce que le public n'a pas forcément les moyens techniques et technologiques de suivre. Oui. Et à l'inverse, la régulation est absolument importante pour bâtir une industrie, etc. Donc le public et le privé sont partis tout de suite ensemble. L'ANSSI collabore en permanence avec le secteur privé. C'est pareil aussi, je voudrais parler d'une initiative qui est top, qui s'appelle cybermalveillance.gouv.fr, ministère de l'Intérieur notamment, mais pas que, et qui justement a en son sein des assureurs, du privé, du public, les ministères, et ce qui permet aussi d'avoir une vision un peu partagée. Le continuum de cybersécurité est parti tout de suite sur de bonnes bases, parce qu'on avait probablement l'expérience de la sécurité, où il y avait un peu plus de travail à mener sur cette connaissance entre les uns et les autres. L'avantage, c'est que les hackers et les techos, qu'ils soient dans le public ou dans le privé, finalement, ils font le même job, donc ils se comprennent assez vite. D'accord. Ils ont la même culture initiale. Ok. Et donc, il ne faut pas hésiter, quand on est une entreprise, à faire appel à l'ANSSI. Alors non, parce que l'ANSSI va s'occuper que des organismes d'importance vitale. D'accord. Énumérés. Etc. Il paraît qu'on n'a pas le droit de le dire. Il suffit, oui, parce qu'ils sont stratégiques. Mais globalement, vous pensez au réseau, tout ce qui est réseau de transport, d'énergie. Par contre, vous pouvez vous adresser à cybermalveillance.gouv.fr qui va vous aiguiller. Et si vous êtes victime d'une attaque, ils vous aiguilleront vers le service de la gendarmerie ou de la police. Et ça, c'est l'annonce de cet été, en juillet. La gendarmerie a créé son commandement de la cybersécurité. D'accord. Comme cyber, avec un général, pour traiter seulement toutes ces infractions numériques. Mais même pour se protéger en amont, pour anticiper, parce que j'imagine que les grosses entreprises savent comment faire, à qui s'adresser. Pour les plus petites entreprises qui ne connaissent pas cet univers, à qui peuvent-elles faire appel ? Encore une fois, cybermalveillance, c'est une bonne porte d'entrée parce que c'est une porte d'entrée publique. Après, il faut aussi regarder l'industrie. Je ne voudrais pas faire le trait entre les organisations, mais je peux citer l'Alliance pour la confiance numérique, où vous allez retrouver tous les acteurs. Vous ne savez pas vers qui vous tournez, allez voir cybermalveillance. Ils ont sorti un label qui référence les prestataires proches de chez vous, qui pourront vous aider. Non, mais c'est important de le souligner. Est-ce qu'il y a, on parle de cette coopération privée-publique en France, est-ce qu'il y a une coopération européenne, voire mondiale, pour faire face aux cybermenaces ? Oui. Ça se met en place ? Elle se met en place. La France a un rôle majeur, notamment à l'ONU. Alors après, ça dépend de quelles menaces on parle, bien sûr, et quelles sont. Il y a différentes typologies de cybercriminels. Vous avez des cybercriminels qui sont en fait payés par des États. Donc là, on est vraiment dans de la cyberdéfense. En termes de cyberdéfense, l'Europe avance bien, et on n'a pas le choix. La France est grande en Europe, mais elle est petite dans le monde. Donc elle a absolument besoin de ses alliés européens. Quand vous avez paraît-il, des hackers russes qui ciblent, par exemple, une entreprise en Autriche, c'est toute la France qui est touchée derrière, parce qu'on est tous interconnectés. Et c'est arrivé, je parle d'un cas réel. Donc oui, coopération entre les institutions publiques, coopération aussi entre les écosystèmes nationaux, privés,
au niveau européen. Pourquoi je parle beaucoup de la plaque européenne? Parce que ensuite, quand on parle du niveau mondial, on rentre dans de la géopolitique aussi. Et les intérêts russes, chinois, américains et européens ne sont pas toujours les mêmes, même si les intérêts américains et européens sont un peu plus alignés. Mais là, on est plus sur les questions de guerre, en fait, cybernétique. Cyber, pour information, hein, cyber, ça vient du grec, ça veut dire gouverner. Donc, quand on parle de cybersécurité des systèmes d'information, on parle du gouvernement des systèmes d'information, et on voit donc la dimension stratégique du sujet en fonction de la matière auquel elle est appliquée. Très rapidement, vous en parliez à l'instant, on pointe du doigt la Russie comme étant un nid de hackers. Justement, quel impact on peut avoir sur le gouvernement russe? J'imagine qu'il est conscient d'avoir ces hackers et en profite. Qu'est-ce qu'on peut faire? Rien, mon général, parce que la Russie ne dit pas j'ai un groupe de hackers. On parle de la Russie, toutes les nations en ont, hein, plus ou moins. Quand je parle des nations, on sait que les États-Unis ont des groupes offensifs. On parle en fait de l'offensif. Les Chinois, n'en doutez pas. En Inde probablement un peu moins, parce qu'ils sont... mais ils sont très très bons. En France, nous, on a des capacités cyberoffensives militaires. Donc clairement, on peut attaquer, mais on est vraiment dans quelque chose de régalien. On n'est pas dans le subversif comme les Russes, qui, eux, vont plutôt avoir des groupes russes de nationalité, mais pas étatiques. Et le lien entre l'État même et le groupe est compliqué à faire. Les Américains le font, les Français le font peu. On attribue très peu les attaques, parce que la question de la preuve est compliquée, et donc on rentre vraiment dans la politique internationale. Je voudrais qu'on évoque cette organisation que vous avez créée, qui est la Cyber Task Force, dont le nom ressemble à un titre de blockbuster américain. C'est un peu l'union de Schwarzenegger, Stallone et Bruce Willis, pour accompagner la numérisation de tous, en informant et en sensibilisant les citoyens, les entreprises et les collectivités aux menaces émergentes. Depuis quand ça existe et comment vous sentez la perception des gens à qui vous adressez? On l'a créé en 2016 et l'idée, c'était aussi de faire monter les décideurs publics en compétences. Pourquoi ? On est tous victimes de la fracture numérique. C'est pas parce qu'on utilise un iPhone qu'on sait ce qui se passe derrière l'iPhone. Donc du coup, il fallait absolument que des députés, même des ministres, puissent comprendre quel était l'enjeu stratégique, parce que eux sont à la fois des leaders d'opinion, donc ils vont pouvoir diffuser le message, mais ils sont aussi des décideurs législatifs, et quand on prend des lois, il vaut mieux avoir un avis éclairé. Quelle est ma perception? Eh bien, passer la première phrase qui est « mais oui, mais moi j'ai rien à cacher », lorsqu'on creuse et qu'on explique et qu'on montre, et peut-être si vous avez un iPhone, je vous montrerai comment vous êtes tracé à votre insu. Ah oui, ça je veux bien. Je vous libère dans quelques dizaines de minutes. On arrive à établir un dialogue, à une prise de conscience, parce que les enjeux sont tels que en tant que décideurs, ils prennent leurs responsabilités. On a aussi de très bons exemples. La mairie d'Angers ne s'est toujours pas relevée de sa cyberattaque. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'il n'y a plus de cantine. Ah oui. Eh oui, parce que en tous les cas, il n'y a plus de facturation de la cantine. Les enfants mangent toujours, mais il n'y a plus de service de stationnement. Ce sont les services publics, c'est le quotidien des gens. Pour ceux qui habitent en Île-de-France, il y a une petite ville qui s'appelle Houille, qui a été attaquée aussi. Et là, pour une toute petite collectivité, les dégâts sont majeurs. Donc l'exemple est très utile parce qu'il nous permet d'imager et de montrer qu'on est tous concernés. Pour terminer, je voudrais parler de la Paris Cyber Week, qui rassemble tous les acteurs du numérique autour des filières industrielles et qui a eu lieu pour la 3e édition en juin dernier et que vous avez créé. L'objectif, c'est quoi exactement? Cette coopération européenne. D'accord. Si vous voulez construire quelque chose en commun, il faut se connaître. C'est le premier élément. Bien sûr. Et il n'y a pas mieux que l'humain pour faire avancer les choses. Le numérique, c'est super pour prendre la suite d'un premier contact. Premier élément. Deuxième élément, la France porte une vision spécifique du cyberespace, et donc pour faire émerger au niveau de nos partenaires cette vision, il n'y a rien de mieux que de les recevoir chez nous pour la leur expliquer. Et puis il y a le volet industriel. On a de super entreprises qui ont des technos remarquables. Il nous manque aussi des choses qu'on peut trouver en Europe. Et donc en connectant les industries, on va réussir aussi à construire des produits
suffisamment complet pour qu'il soit adopté. En cybersécurité et en fait dans le numérique, si l'usage est compliqué, les gens ne l'utilisent pas et prennent autre chose. Donc du coup, on a besoin d'offres complètes, d'offres mutuelles et d'offres européennes. C'est tout le sujet de la souveraineté qu'on pourrait traiter, mais qui est un vaste sujet sur notre indépendance en fait en tant que pays. Si demain ce sont les Chinois ou les Américains qui ont tous nos outils de communication en interne, ben, le jour où ils décident de couper le service, j'espère qu'on aura encore des fax. Justement, cette prochaine Paris Cyber Week, elle a lieu en juin prochain. Ça sera où? Ce sera à Paris. Ce sera à Maison de la Chimie. À Maison de la Chimie. Exactement. Et sous quelle forme? Physique. Colloque, échange physique. Toujours. On l'a tenu pendant. On a été très résilient face à la crise sanitaire. On a regardé le risque, on a réduit. Donc on arrive à la 4e édition. C'est constitué de conférences qui permet à chacun de venir présenter sa vision du sujet. Et puis comme tout le monde est là, tout le monde connaît l'impact de l'informel et du networking. Donc, tout le monde est là à Paris en juin. Lorsqu'on est européen, Paris en juin, c'est super. Et même quand on est parisien, on adore. En espérant que ce week-end-là, vous ne soyez pas hacké pour que Comptez les échanges sur moi. puissent se prolonger. Merci beaucoup, Sébastien Garneau. Merci à vous. Voilà, merci beaucoup à Benjamin Souhaité à la réalisation, à Soline Squill à la production et à toute la Dream Team Agora pour préparer ces émissions. À très bientôt. En attendant, prenez soin de vous. Ciao. AG2R La Mondiale a été heureux de vous présenter Face aux syndicats.